Voilà, donc aujourd'hui on va parler de tout à fait autre chose. Ça sera beaucoup moins technique et ça sera peut-être aussi plus, je dirais, dérangeant peut-être pour certains, disons, parce qu'on va parler d'aspect éthique. Et aspect éthique, ça veut dire que tout le monde peut ne pas être d'accord. Alors, je vais. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler. Voilà. D'un certain nombre de sujets. Vous savez que je suis toujours un peu bavard. Ah, vous voyez, oui. Donc la première chose que j'ai voulu parler, c'est de quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans le grand congrès américain de génétique humaine qui s'est tenu début octobre à Baltimore, qui est en fait non seulement le congrès américain, mais puisque les Américains, évidemment, dans le domaine scientifique, sont toujours, disons, à la première place. C'est quasiment un congrès mondial, disons. En tout cas, il y a des gens du monde entier. Et ce qui m'a impressionné, c'est l'investissement que certaines assurances médicales privées font dans la recherche en génomique. Et je dois dire que en France, notre système hospitalier s'intéresse, quand il le peut, quand il en a les moyens, à la génomique, l'INSERM aussi, avec des moyens limités. Mais je dirais, notre système d'assurance médicale, la sécurité sociale, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle s'intéresse vraiment ou qu'elle sait quels sont les problèmes apportés par la génétique. Et donc ça m'a beaucoup impressionné. Donc je vous donnerai quelques exemples de ceci qui peuvent faire réfléchir un peu sur le futur. Ensuite, je parlerai de quelque chose qui peut paraître relativement technique, mais qui soulève beaucoup de questionnements chez les gens qui font du diagnostic génétique. C'est ce qu'on appelle les découvertes fortuites significatives, ou incidental findings en anglais. C'est-à-dire qu'on fait un séquençage, par exemple, de tous les gènes du génome, ce qu'on appelle un exome, pour découvrir la cause d'un phénotype clinique complexe dont on n'a aucune idée de quelle peut être sa cause. Donc on veut découvrir sa cause. Et en faisant ça, comme on séquence tous les gènes, on peut découvrir des choses dans les génomes de la personne testée qui n'ont rien à voir avec la question qu'on se posait au départ, mais qui peuvent avoir des conséquences pour la santé de cette personne. Et la question, c'est est-ce qu'on doit dire ou on ne doit pas dire, puisque ça n'a rien à voir avec la demande initiale. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé. Ensuite, d'aspects, je dirais, liés à la prévention par le dépistage prénatal ou éventuellement même préconceptionnel de maladies génétiques, mais prévention qui passe finalement par le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire par éliminer les fœtus ou les embryons atteints. Donc ceci pose évidemment des problèmes éthiques, je voudrais en discuter. Et puis parler aussi des tests génétiques en accès libre qui sont interdits en France, puisque les tests génétiques en France ne peuvent être prescrits que par un médecin ou éventuellement demandés dans le cadre d'une procédure judiciaire par un juge. Donc voilà, donc c'est ce dont je vais parler. Alors voilà, il y a déjà quelques années, j'avais été impressionné de voir ce qu'une assurance médicale
privé, ce qu'on appelle un medical provider. Alors, c'est peut-être plus qu'une assurance médicale. En fait, c'est une espèce de sécurité sociale, si vous voulez, sauf qu'elle est privée, aux États-Unis, en Californie, qui est l'une des principales, mais en Californie, qui s'appelle Kaiser Permanent. C'est ce qu'on appelle un medical provider, c'est-à-dire que les gens qui sont assurés par Kaiser Permanent, d'après ce que j'ai cru comprendre du fonctionnement, eh bien, pour être remboursés de leurs frais médicaux, il faut qu'ils aillent chez des médecins qui sont agréés par Kaiser Permanent. Il faut que les tests biologiques ou les tests radiologiques vont être faits effectivement dans des structures qui sont agréées par Kaiser Permanent. Et tout ça va se retrouver depuis déjà, je pense, plus de 15 ans, je crois que 20 ans maintenant, dans des Electronic Health Records, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les données des tests, des radios, etc., sous forme de dossiers électroniques. Et en 2005, Kaiser Permanent a commencé à développer un projet de recherche qu'ils appellent RPGE pour la recherche, Research Program, sur les gènes, l'environnement et la santé. Et le but de cette recherche, c'est de demander à des gens qui sont assurés par Kaiser Permanent et qui le veuillent, donc à des volontaires, mais leur but c'était d'avoir 500 000 volontaires, ce qui est qu'ils se prêtent effectivement à des analyses génomiques. Alors à l'époque, ce n'était pas du séquençage, c'était ce qu'on appelle du génotypage de 500 000 ou 1 million de variants du génome. Et de croiser ça avec les données cliniques telles qu'elles sont dans le Electronic Health Record, et où ils suivent vraiment, puisque c'est des données longitudinales, donc ils peuvent par exemple savoir que telle personne a commencé à développer un diabète de type 2 à tel moment, etc. Et d'essayer de croiser aussi ceci avec un certain nombre de données environnementales, soit des données carrément de localisation géographique, est-ce qu'ils sont en ville ou dans un endroit où il y a beaucoup d'activités industrielles, où on utilise beaucoup de pesticides parce que c'est agricole, etc. Mais aussi des questions qu'on va poser à ces volontaires sur leur alimentation, leurs habitudes de vie. Et donc, ils avaient l'intention de faire ça pour avoir une base de données suffisante sur 500 000 adultes qui sont membres donc, de cette assurance médicale. Et ils ont surtout recruté pour animer ce projet, enfin recruté partiellement puisqu'il fait autre chose, un des généticiens américains, ce qu'on appelle statistical geneticist, un spécialiste de génétique statistique les plus connus aux États-Unis, qui s'appelle Neil Risch, qui d'ailleurs est cette année le président de l'Association américaine de génétique humaine, qui était professeur à Stanford, maintenant qui est directeur d'un institut de génétique humaine à l'University of California à San Francisco, donc c'est dans une très grande université. Donc c'est Neil Risch qui est aussi, donc quelqu'un de très connu, qui est le patron de ce projet RPGE. Bon, voilà, ça c'est Neil Risch, mais c'est vraiment quelqu'un de très connu, notamment sur la génétique épidémiologique des maladies communes, telles que la maladie de Crohn, diabète, hypertension, etc., aussi les maladies psychiatriques. Donc, ils ont vraiment recruté quelqu'un de toute première qualité. Et pourquoi j'ai été
donc très impressionné cette année au meeting. Alors c'est une dia qui n'est pas faite pour être vraiment lue, c'est une partie des communications venant de Kaiser Permanent qui ont été faites à l'American Society of Human Genetics et qui couvrent des domaines tels que essayer de croiser des aspects génétiques, mais aussi des aspects toxicologiques de l'environnement par rapport à l'autisme, des aspects je dirais, de statistiques génétiques, mais qui montrent qu'ils ont des données à l'heure actuelle, des données génétiques sur plus de 100 000 individus et qui leur permettent d'aller très loin dans l'analyse des données. Et par exemple, ça en est un autre, sur l'impact clinique en fonction de l'origine ethnique. Alors ça, c'est quelque chose qu'en France, on ne se permettrait pas de faire, n'est-ce pas, de différencier. Est-ce que c'est en fonction de l'origine afro-américaine ou hispanique ou Asie du Sud-Est, etc., de voir quelle est l'importance de variants dans des gènes qui influencent le métabolisme des médicaments et en quoi ça peut avoir un impact clinique en analysant les Electronic Medical Records, donc le dossier électronique. Donc tout ça, aussi en se posant les questions sur l'attitude des patients sur cet aspect de collecter et de partager des informations génétiques pour soit la prise en charge clinique, mais aussi pour la recherche. Donc, si vous voulez, j'étais vraiment impressionné de voir un effort très important qui allait dans beaucoup de directions. Et puis, ça, c'était Kaiser Permanent. Alors ça, je connaissais déjà depuis un certain temps. Mais il y a 2 ans, j'avais vu par hasard qu'un collègue que je connaissais bien, qui était un des principaux cytogénéticiens aux États-Unis, qui s'appelle David Ledbetter, qui était vraiment un des... venait d'être recruté par Geisinger Health System. Je n'avais aucune idée de ce que c'était Geisinger Health System. Et Geisinger Health System, c'est, je crois, le principal medical provider, donc on est toujours dans ce système d'assurance privée américaine, de Pennsylvanie. Pas tous les États-Unis, hein, on parle de la Pennsylvanie. Et Geisinger, son centre, c'est dans une ville de 12 000 habitants qui est à 2 heures de route de Philadelphie. Donc on n'est pas, je dirais, dans des capitales, on n'est pas à Harvard, etc. Bon, on n'est pas loin de Philadelphie, mais enfin voilà. Donc j'avais été un peu étonné que ce Geisinger Health System, qui n'était pas connu en génétique, recrute un généticien très, très connu, et en fait pour un projet aussi lié à la génomique, et de nouveau, ben voilà, Research Program on Genes, Environment and Health. Ah non, pardon, là je suis encore... ah oui, non, excusez-moi, là j'ai oublié, j'étais encore... j'ai mal regardé. J'étais encore dans Kaiser Permanent. C'est juste parce que quand je discute de ça avec des collègues, ils disent mais c'est très dangereux tout ça parce que finalement, ces assurances privées vont savoir effectivement qui est à risque d'avoir une maladie d'Alzheimer, de devenir aveugle, etc. Et est-ce qu'on ne va pas soit leur augmenter leur prime ou carrément les faire partir, etc. Alors là, en tout cas, c'est ce que, évidemment, eux donnent comme garantie, dans la mesure, donc ça c'est Kaiser Permanent, c'est un projet de recherche, et donc c'est séparé, en tout cas c'est ce qu'ils disent,
de la partie healthcare. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que l'ensemble des dossiers qui sont utilisés pour ces projets de recherche, et donc sur l'aspect génomique, puisque l'aspect génomique, pour le moment, n'est pas, sauf des exceptions vraiment ciblées, mais là, c'est si on fait des tests génétiques pour répondre à une question donnée, mais hors de cet aspect recherche, l'information est désidentifiée, c'est-à-dire qu'elle est anonymisée, et ils disent qu'ils prennent toutes les précautions pour maintenir la confidentialité de l'information, et donc ils insistent que la protection de la confidentialité est un composant essentiel de cette recherche. Voilà, donc on peut se dire qu'effectivement, s'ils ont réussi à avoir 500 000 personnes qui ont adhéré à ce projet de recherche, c'est qu'ils ont donné des garanties que ça n'allait pas leur retomber sur effectivement leur prise en charge. Donc je reviens à Geisinger. J'avais été très étonné de voir qu'il recrutait donc M. David Leadbetter. Et en fait, début janvier 2014, il y a l'annonce d'un partenariat entre une entreprise de biotechnologie qui est devenue très importante comme vraiment entreprise qui développe des thérapeutiques, Regeneron, ce qui est très connu. Et donc, il y a un accord entre Regeneron et Geisinger pour séquencer les exomes de 100 000 patients, de là aussi croiser les données avec les Electronic Health Records, puisque Geisinger aussi a, je crois, en moyenne sur plus de 15 ans chez leurs patients, des dossiers électroniques. Et ce n'est pas uniquement des dossiers électroniques qui disent il est allé faire des tests biologiques. Il y a les résultats, quels étaient les tests de lipides, enzymatiques, etc. C'est vraiment le détail des données qui sont dans ces dossiers électroniques. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, on lui a fait des dosages, c'est vraiment le résultat. Et ce que souhaitent effectivement Regeneron et Geisinger, c'est que ceux-ci puissent éventuellement, d'une part, aider à la prise en charge médicale des patients, ça reste à voir, et aussi permettre d'identifier des cibles thérapeutiques et donc de permettre des développements de nouvelles thérapeutiques. Voilà, donc c'est l'aspect développement de nouvelles thérapeutiques, mais aussi éventuellement d'amélioration de la prise en charge des patients, par exemple par les aspects de pharmacogénétique. Voilà. Donc là aussi, ce n'est pas seulement du wishful thinking, comme on dit, c'est-à-dire, mais ça c'est, je crois que ce n'est pas tout à fait complet, mais c'est l'ensemble des communications à l'American Society of Human Genetics en 2015 qui implique donc cette assurance médicale que je ne connaissais pas, Geisinger, là aussi sur des aspects, que ce soit du diabète, que ce soit du cancer, mais à plusieurs fois, ils ont déjà les exomes de 31 000 patients. Alors l'exome, donc pour ceux qui sont, c'est le séquençage des parties codantes des gènes. C'est-à-dire, au lieu de séquencer tout le génome, on séquence les 5% du génome qui contiennent l'information, disons, la plus importante, notamment les séquences qui codent pour les 22 000 protéines
Et donc, pour vous donner une idée, je dirais l'hôpital où on a probablement, à l'heure actuelle à Paris, on fait le plus d'analyses d'exomes, qui est Necker Enfants Malades. Je pense qu'ils doivent être à peu près à 5 ou 6 000 exomes. Là, et sur des maladies rares, ce n'est pas sur des phénotypes communs. Ici, ils en sont déjà à publier les résultats sur 30 000. Et en fait, en discutant avec David Ledbetter, il m'avait dit qu'ils ont déjà 50 000 exomes sur lesquels maintenant ils travaillent pour essayer de trouver des variants dans le génome qui peuvent être associés avec des effets sur le métabolisme et l'obésité ou sur différents phénotypes cliniques. Donc, si vous voulez, là aussi, ça n'est pas lisible, si vous voulez, mais c'est pour vous montrer quelle est l'implication dans des aspects de recherche de cette assurance médicale qui est quand même une assurance médicale locale. Hein. C'est la plus importante de Pennsylvanie, mais ce n'est pas quelque chose qui couvre l'ensemble des États-Unis. Et alors ça, c'est des initiatives privées, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors ceci dit, elles bénéficient, en tout cas pour Kaiser Permanente, de contrats avec le NIH. C'est-à-dire le NIH qui est l'équivalent de beaucoup plus fort évidemment de l'INSERM, c'est la recherche médicale aux États-Unis, publique, en fait finance en partie certains de ces projets de Kaiser Permanente ou de Geisinger, puisqu'ils ont pu développer des projets qui ont été approuvés par le NIH. Alors, ceci dit, il y a des initiatives publiques très, très importantes. Récemment, Obama a annoncé qu'ils allaient développer aux USA ce qu'il appelle la Precision Medicine Initiative, qui a pour but aussi, effectivement, de développer l'intégration d'analyses génomiques et d'analyses sur la santé, sur les maladies, et pour essayer effectivement d'en développer une médecine dite personnalisée, ou là, une médecine de précision, c'est-à-dire qui soit basée sur, par exemple, la présence ou l'absence de variants ou de mutations spécifiques, soit par rapport à des maladies non cancéreuses ou quand elles sont présentes dans des tumeurs par rapport au cancer. Il y a un très gros projet qui a commencé déjà il y a plusieurs années au Royaume-Uni avec 500 000 participants, des individus entre 40 et 70 ans qui ont été génotypés et dont on suit les données cliniques longitudinales. Alors pourquoi 40 à 70 ans? Parce que c'est là qu'on commence à avoir plus de probabilité d'avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des problèmes divers, etc. Et donc, là aussi, c'est d'essayer de croiser les données génomiques. Alors là, les 500 000, c'est encore du génotypage, ce n'est pas du séquençage. Mais il y a aussi, qui a été annoncé l'an dernier, ce projet, qui est maintenant bien avancé, de séquencer le génome complet, donc pas juste les 5% de génome codant pour des protéines, mais les génomes complets de 100 000 personnes dans le cadre, alors là c'est des patients qui ont déjà des maladies, soit des maladies rares, donc essentiellement génétiques, mais pas que, ça peut être aussi par exemple certaines maladies auto-immunes rares, ou des cancers. Voilà, alors simplement, en France, à ma connaissance,
il n'y a pas de projet de cette envergure. Et aussi, moi, ce qui me frappe, à la fois par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, ou ce qui se passe aussi dans le nord de l'Europe, c'est qu'on a pris un énorme retard sur les dossiers électroniques de santé. Probablement, alors ça c'est... Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais parmi les raisons, c'est effectivement peut-être une hypersensibilité aux aspects éthiques et aux aspects bioinformatiques et liberté. Et ça me rappelle un peu cette phrase de Peggy sur la philosophie kantienne, où il disait « Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Et je crois que quelquefois en France, à force de vouloir prendre des précautions pour éviter telle ou telle possibilité de dérive, etc., on finit par sauter les moyens de faire des choses. Mais enfin, voilà, donc ça c'était, si vous voulez, cette impression que je voulais donner de ce qui m'avait frappé, où vous voyez des assurances privées dont on pourrait se dire que leur intérêt dans la recherche en génomique devrait être très lointain, investir de manière très importante, mais aussi par des partenariats, et en recrutant des généticiens de toute première qualité, pour développer des programmes très ambitieux. Alors il faudra voir effectivement ces programmes, est-ce qu'ils vont produire autant qu'il est promis. Donc ça, on le saura dans quelques années. Et maintenant, je vais parler de quelque chose de tout à fait différent, encore que si on regarde parmi les communications au congrès de l'American Society of Human Genetics cette année, et Kaiser Permanente et Geisinger, qui font donc beaucoup aussi d'analyses génomiques à visée diagnostique, pas uniquement recherche, se pose ce problème, et donc ils avaient plusieurs communications sur ce thème qui est celui des incidental findings, des découvertes fortuites significatives. Donc, le développement du séquençage à haut débit fait que maintenant, on peut séquencer pour relativement pas trop cher, 800 à 1000 euros, disons, l'ensemble des gènes, pas l'ensemble du génome, l'ensemble des gènes, des séquences codantes pour les protéines, d'un individu. Et quel peut être l'intérêt diagnostique? Eh bien, quand vous avez une personne, notamment un enfant, mais ça peut être aussi un adulte, qui a une maladie grave, complexe, qu'on ne comprend pas, qui ne fait pas partie d'une description nosologique évidente, ou quand il a, par exemple, une déficience intellectuelle, ce qui touche à peu près 2% de la population. On sait maintenant qu'il y a plus de 5 ou 600 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent être responsables de déficiences intellectuelles. Pour essayer de savoir est-ce qu'on peut identifier une cause précise, et donc avoir un diagnostic étiologique, finalement, le plus simple, ce n'est pas d'aller regarder un gène après l'autre, c'est de séquencer l'ensemble des 22 000 gènes du génome. Mais vous le faites pour un diagnostic, par exemple, par rapport à un enfant qui va avoir des problèmes développementaux, par exemple des anomalies développement, des anomalies hépatiques et rénales, ou il y a une déficience intellectuelle, des choses comme ça. Mais quand vous séquencez les 22 000 gènes, il y a des gènes qui sont impliqués dans d'autres pathologies. Et donc, si vous regardez les mutations éventuelles qui sont présentes dans ces gènes, vous allez pouvoir trouver des choses qui n'ont rien à voir avec la demande diagnostique de départ.
Et je vais en donner deux exemples. Imaginons, voilà, c'est quelque chose pour lesquels un enfant qui a, par exemple, une déficience intellectuelle avec une épilepsie. On n'a pas vraiment d'idée sur une forme particulière. Il n'y a pas de signe clinique qui oriente vers tel ou tel gène. On décide de faire un exome. Et si on a un logiciel qui vous sort la liste de tout ce qui est une mutation pathologique probable, on trouve une mutation dans le gène BRCA1, qui est un gène de forme familiale de cancer du sein. Bon. C'est un garçon, il a peut-être 3 ans, on va dire. Les mutations du gène BRCA1 peuvent avoir des effets chez les hommes, ça peut augmenter, les cancers du sein sont extrêmement rares chez les hommes, mais effectivement, quand ils ont une mutation BRCA1, ça peut arriver, ou ça augmente un peu le risque de cancer de la prostate. Disons, ça a une beaucoup moins grande signification, une mutation BRCA1, chez un homme que chez une femme. Et puis de toute façon, le cancer du sein, ça concerne, je veux dire, des femmes à partir de 30, 40, 50 ans, mais certainement pas un enfant de 3 ans. Sauf que cette mutation, elle lui vient peut-être de sa mère. Si elle lui vient de sa mère, ça peut concerner sa mère. Donc finalement, en analysant le génome de l'enfant, pour un problème de déficience intellectuelle, on a peut-être une information qui pourrait être utile ou pas, mais aussi difficile à annoncer peut-être à cette jeune femme qui ne se méfie de rien, en disant mais il faut peut-être vérifier, est-ce que par hasard cette mutation BRCA1, ce n'est pas vous qui l'avez transmise et que peut-être vous êtes à risque. Donc l'autre aspect, par exemple, c'est de trouver que cet enfant est homozygote pour l'allèle ApoE4, qui est l'allèle à risque d'Alzheimer, et les homozygotes pour l'allèle ApoE4 ont un risque important d'avoir une maladie d'Alzheimer après 60 ans. Sauf que c'est un enfant de 3 ans et que ce n'est pas son problème à l'heure actuelle. Et donc, les généticiens se sont posé la question, finalement, si on trouve ça, est-ce qu'il faut en parler ou peut-être il ne faut même pas regarder? Alors, si vous voulez, il y avait un certain nombre de gens qui suggéraient que justement on ne regarde que les gènes qui pourraient être en rapport avec la pathologie où on veut faire le diagnostic, et qu'on ne regarde pas du tout, on a un crible informatique, c'est-à-dire on dit les gènes qui sont impliqués dans le cancer, par exemple, on ne va pas regarder parce qu'on nous pose un problème de déficience intellectuelle ou d'anomalie du développement rénal. Donc ça, c'est une des possibilités, ne pas regarder. Je pense qu'en fait, en France, c'est probablement un peu la position de la plupart des gens, c'est de dire que finalement, ce n'est pas ce qu'on nous demande, et donc on ne va regarder que ce qu'on nous demande. Mais notamment en Hollande, où il y a un groupe très actif à Nijmegen et aux États-Unis, l'association des généticiens cliniciens, on réfléchit là-dessus et disent mais il y a peut-être dans ce qu'on peut trouver dans le génome, pas seulement des choses qui peuvent prédire une probabilité de maladies plus ou moins fortes, etc. Ça, c'est pas très intéressant, mais des choses qui ont un fort pouvoir prédictif pour des aspects cliniques où on peut intervenir, où on peut faire une prévention, où on peut faire un traitement préventif, une surveillance, quelque chose qui soit utile. C'est ce qu'ils ont appelé donc des variants génétiques actionable, c'est-à-dire
où si on trouve quelque chose, ce n'est pas simplement pour dire, ben voilà, vous avez un risque de cancer du sein, ou vous avez un risque de Parkinson, ou vous avez un risque de maladie d'Alzheimer, mais dire, vous avez un risque important pour une maladie pour laquelle on peut faire une prise en charge clinique qui pourra améliorer les choses. Et donc, notamment, l'association des généticiens, ou le collège des généticiens américains, a produit des guidelines, des recommandations sur, je crois, 47 gènes, où il disait, pour ces 47 gènes, et pour des mutations dont on est tout à fait sûr qu'elles soient des mutations pathologiques, parce que quand on trouve des variants, on n'est pas toujours sûr qu'ils soient pathologiques, ils ont dit, ceux-là, il faudrait les dire aux patients, parce qu'on a des moyens de conseiller ce patient dans son intérêt. Alors, au départ, ce papier, donc c'est un policy statement, voilà, c'est ACMG Recommendation for Reporting of Incidental Findings in Clinical Exome and Genome Sequencing. Au départ, alors il y a les auteurs, c'est une partie du who's who de la génétique clinique aux États-Unis, donc des gens tout à fait sérieux. Au départ, et je sais que c'était aussi les gens de NIMEG avaient cette même idée, de dire que on devait le dire aux patients, même s'ils n'avaient pas exprimé le désir de savoir des choses qui ne sont pas liées à la demande diagnostique. Et ça a généré beaucoup de controverses, notamment aux États-Unis. Donc cette possibilité, est-ce qu'il y a possibilité de opt-out? Est-ce que quand quelqu'un dit d'accord, je suis d'accord pour qu'on fasse un exome parce qu'il y a une demande diagnostique, j'ai le droit de dire que je ne veux pas savoir des choses qui n'ont pas de lien avec la demande. Alors au début, effectivement, ce groupe disait non, ça doit être automatique, et puis finalement, devant les discussions générées, ils ont dit oui, d'accord, on peut avoir un opt-out. Ceci dit, il y a 47 maladies, donc ça devient difficile quand même de commencer à expliquer aux patients quand ils signent pour son exome le détail des 47 maladies. Celle-là, vous voulez savoir, celle-là, vous ne voulez pas savoir, parce que ça veut dire qu'il faut expliquer, etc. Donc c'est un peu probablement du tout ou rien. C'est cette recommandation américaine avec quand même une remarque qu'il donne, c'est que finalement, même pour ces 47 gènes, les connaissances ne sont pas toujours suffisantes pour savoir, pour les personnes qui ont une mutation dans ce gène, quel est vraiment le risque d'avoir la maladie que l'on pourrait prévenir. Alors pourquoi? Il faut se dire que les données de relation entre la pathologie et la génétique sont souvent biaisées. Pourquoi? Parce qu'on fait des analyses génomiques chez des malades. Donc quand on trouve chez un certain nombre de malades qui ont tel ou tel type de problème cardiaque, par exemple, d'anomalies du rythme très précises. Et on a trouvé chez 30 ou 40 d'entre eux une anomalie dans un gène, un canal potassique, etc. On va avoir tendance à se dire que c'est vraiment la cause de la maladie, et donc que si on a une mutation dans ce gène, on va avoir un trouble du rythme. Sauf que si on n'a pas analysé un grand nombre de contrôles et de contrôles qui ont été, par exemple, suivis du point de vue cardiaque, dont on est sûr qu'ils n'ont pas de trouble du rythme qui ne leur était pas connu, disons,
vous ne saurez pas vraiment quelle proportion de gens qui ont une mutation dans ce gène vont développer le trouble du rythme à l'âge de 50 ans, par exemple. Donc, effectivement, ce qu'ils disent ici, nous reconnaissons qu'il n'y a pas suffisamment de données sur la pénétrance et l'utilité clinique pour absolument être convaincus de nos recommandations, mais ils disent, voilà, c'est une première proposition, elles pourront être améliorées au cours du temps, au fur et à mesure qu'on a plus de connaissances. Donc c'est une première proposition de dire, voilà, une liste de 47 gènes pour lesquels nous pensons que si on trouve quelque chose et qu'on est sûr que c'est une mutation, on a le patient, en fait, qui a été séquencé, a intérêt à le savoir parce que ça peut permettre une meilleure prise en charge. Alors, juste pour vous donner un exemple de ces... alors, il y en a 47, alors je ne les ai pas tout à fait tous, mais vous avez un premier groupe de cancers héréditaires, ou en tout cas de cancers qui sont liés à des mutations germinales, comme par exemple la polypose colique, voilà, ici, le syndrome de Lynch qui est surtout des cancers du côlon, mais qui peuvent être aussi associés à des cancers de l'endomètre. L'hyphroménie, ça c'est un syndrome assez terrible, parce qu'il peut y avoir plein de cancers un peu partout. Ou ici, des cancers de la thyroïde, multiples endocrines néoplasia, etc. Et effectivement, on sait quand même que si on détecte un cancer très tôt, on a, par exemple, des approches chirurgicales ou des approches médicamenteuses qui ont plus de chances de réussir. Par exemple, ici pour la multiple endocrine néoplasia, si on prend tout à fait au début, on peut enlever la thyroïde et ça va empêcher le cancer de se développer. Par contre, si on attend trop, effectivement, ça ne va pas être aussi efficace. Donc, si vous voulez, voilà, pour les cancers, on peut se dire qu'effectivement, c'est relativement évident, encore que, effectivement, on sait par exemple pour BRCA1, je ne sais plus où est BRCA1 là-dedans, est-ce qu'il est ici? C'était peut-être sur tout en haut. Bon, BRCA1, la pénétrance n'est pas complète. Hein, on estime qu'une femme qui a une mutation BRCA1 ou BRCA2 a un risque de 80%, je crois, d'avoir un cancer du sein avant l'âge de 80 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% de femmes qui avaient une mutation BRCA1 qui ne vont pas avoir de cancer du sein. Donc, mais ça, c'est à prendre en compte, mais ceci dit, c'est quand même une... Alors, là, vous avez, par contre, aussi beaucoup de cardiovasculaire, et je vous avais parlé de troubles du rythme, voilà, ça c'est des troubles du rythme, long QT syndrome, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathie, etc., tachycardie, vous voyez, des cardiomyopathies où vous pouvez avoir une surveillance éventuellement médicamenteuse aussi. L'hypercholestérolémie familiale, vous avez ici le gène LDLR ApoB, où les statines données précocement peuvent avoir un rôle très important. Le syndrome de Marfan, où vous avez des risques de dissection aortique, et où là aussi on peut faire de la chirurgie préventive. Voilà, ça c'est des choses, voilà, si par hasard on trouve une mutation, mais là, quand ils disent, voilà, si c'est une mutation qui est capée, c'est known pathogenic, c'est-à-dire une dont on est sûr absolument qu'elle soit pathogénique, ou expected pathogenic, c'est EP. Voilà, à ce moment-là, ceci, il faudrait le dire. Voilà, donc c'est
ça fait encore l'objet de discussions. Mais c'est vrai que, moi je donne la comparaison parce qu'il y a quand même souvent des généticiens qui disent mais c'est pas ce qu'on nous demande, donc pourquoi est-ce que il faut dire des choses qui ne sont pas dans la demande diagnostique. Et je pense que par exemple, si on va, parce qu'on a des problèmes d'infection respiratoire, on va faire une radio pulmonaire, mais que le radiologue voit qu'il y a une ostéoporose importante, il ne va pas dire que cette personne est venue pour des problèmes de bronchite à répétition, je ne sais pas, donc je ne vais pas lui dire qu'il a une ostéoporose, bien que je l'ai vu. Donc je ne vois pas toujours... alors peut-être la différence, c'est que ce qu'on voit en génétique, c'est souvent une prédiction, alors que ce qu'on voit évidemment dans une imagerie, on peut dire c'est déjà là, voilà, l'ostéoporose, elle est déjà constituée, ce n'est pas simplement un risque d'ostéoporose dans 10 ou 20 ans, etc. Mais enfin, voilà, c'est cet aspect, donc c'est intéressant d'en discuter, à ce que vous pensez, est-ce qu'il faut... on parle souvent en génétique du droit de ne pas savoir. Finalement, c'est certain, ça a été beaucoup développé pour, mais là c'est pour une maladie pour laquelle il n'y a à l'heure actuelle aucune thérapeutique et qui est la maladie de Huntington, où effectivement on dit très bien que dans une famille à risque, chacun a le droit de savoir s'il veut savoir ou de ne pas savoir s'il ne veut pas savoir. Mais là, c'est une maladie pour laquelle, à l'heure actuelle, malheureusement, on n'a strictement aucune prise en charge médicale qui permet de ralentir, de prévenir le développement de la maladie. Tandis qu'ici, on parle quand même de choses où, en principe, il y a des possibilités de prévention, de surveillance et d'action médicale. Voilà. Alors, je vais maintenant passer... Alors, c'est un cours qui pourrait peut-être penser est un peu trop diversifié dans tous les sens, mais bon, c'est des problèmes qui actuellement sont des problèmes dont on parle beaucoup ou quelquefois dont on ne parle pas assez, je trouve. Voilà, c'est l'extension des possibilités de prévention de maladies génétiques. Et si j'ai mis prévention entre guillemets, c'est que c'est en général une prévention dont nous ne sommes pas quand même, j'allais dire, très fiers ou très enthousiastes. Parce que quand c'est une prévention qui consiste effectivement à faire des diagnostics prénataux et interrompre des grossesses, ce n'est pas une victoire. Donc voilà, ce n'est pas comme un vaccin. Alors, quelque chose dont on parle beaucoup et qui est de nouveau lié à cet extraordinaire développement des possibilités de séquençage, c'est les possibilités de dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21 et aussi 13 et 18, qui sont les deux autres trisomies que l'on peut avoir qui peuvent atteindre un fœtus dans une grossesse. C'est un dépistage prénatal non invasif parce qu'il s'agit d'un test sur le sang maternel, donc on n'a pas besoin de faire un geste, un prélèvement de villosité coriale, ou une amniosynthèse, mais simplement, il a été montré qu'il existe de l'ADN fœtal libre dans le sang maternel, et que, donc, en faisant un test sur l'ADN libre venant du sang maternel d'une femme enceinte,
on peut avoir des informations, notamment sur les trisomies, et maintenant sur aussi d'autres anomalies chromosomiques plus subtiles. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, parce que ça existe déjà, c'est pratiqué dans des laboratoires à l'étranger et certains laboratoires, notamment privés ou quelques laboratoires publics en France. Ça n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, donc je parlerai un petit peu de ça, mais ce que je souhaite aussi développer, c'est un aspect dont celui-là, on n'en parle quasiment pas en France, parce qu'à plusieurs reprises, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a émis des avis défavorables sur le dépistage préconceptionnel dans la population générale des couples à risque d'avoir des enfants avec des maladies génétiques graves. Et donc, je dirais, en France, personne n'ose trop bouger dans cette direction. Alors, peut-être, je vais aller assez vite sur la trisomie, enfin les trisomies en France, et d'ailleurs attirer l'attention sur la différence entre dépistage et diagnostic. Le dépistage sert à savoir, dans ce cadre-là, quelles sont les grossesses à risque particulièrement élevé d'avoir une trisomie 21, 13 ou 18, par exemple, alors que le diagnostic, c'est de pouvoir dire oui, tel foetus a ou pas, on ne parle plus de risque, on dit est-ce qu'il a ou pas une trisomie 21 ou une trisomie 13 ou 18. Simplement, pourquoi il y a ces deux aspects? C'est qu'on ne peut pas faire du diagnostic chez tout le monde, parce qu'il y a 800 000 grossesses en France, et en tout cas tant que le diagnostic était invasif, parce que pour faire un diagnostic, il fallait faire un prélèvement de visualité choriale ou un prélèvement de liquide amniotique. Donc ça aurait fait 800 000 prélèvements, et 800 000 analyses, ce qui a déjà un coût, mais surtout, ça a un coût non seulement en termes financiers, mais on sait qu'il y a à peu près, en général on donne un chiffre de 1% d'interruption de grossesse liée à ce geste invasif, lié à la ponction de villosité choriale, lié, parce que c'est quand même un geste invasif qui peut entraîner un certain traumatisme sur cette grossesse en cours. Alors, il y a des discussions en disant, mais peut-être que chez les gens qui ont bien l'habitude, c'est moins de 1%, c'est peut-être que 0,5%. Et par contre, si vous avez des cliniques où les personnes sont moins bien formées, ont moins bien l'habitude, ça peut être effectivement 1%. Mais ceci dit, c'est certain qu'il y a un risque pour la grossesse en cours de faire ces prélèvements invasifs. C'est pour ça que, alors en France, le dépistage et éventuellement le diagnostic en cas de risque relativement important est remboursé et proposé pour toutes les grossesses et remboursé par la Sécurité sociale dans les conditions actuelles. Alors, actuelles, c'est ce qu'on appelle un test combiné, où vous avez d'une part, vous savez, les échographies que l'on fait aussi pour voir si la croissance du foetus est normale, s'il n'y a pas des anomalies de développement de certains organes, etc. Mais il y a des mesures échographiques très précises, ce qu'on appelle l'épaisseur de la nuque, la clarté nucale et la longueur crânio-caudale, dont les paramètres peuvent être liés, sont différents chez un foetus, statistiquement différents chez un foetus atteint de trisomie 21. Donc, ceci donne une certaine probabilité, et il y a d'autre part
un dépistage de marqueurs sériques, donc du sang à partir du sang de la mère, c'est notamment des dosages hormonaux, et en combinant ces dosages hormonaux et ces mesures échographiques qui doivent être faites dans des conditions très, très précises, il y a un calcul de risque qui est fait avec un logiciel d'évaluation du risque qui est déterminé. Et en France, lorsque, en fonction de ces études, le risque pour la femme est calculé d'être, enfin pour la grossesse en cours, supérieur à 1 sur 250, à ce moment-là, on propose le diagnostic invasif, c'est-à-dire le prélèvement de la myosynthèse ou le prélèvement de visualité coriale. C'est proposé, ça n'est pas imposé. La femme ou le couple peut refuser le prélèvement, peut décider de ne pas vouloir savoir si l'enfant à naître est trisomique ou pas, mais le diagnostic proprement dit n'est fait que quand il y a un risque supérieur à 1 sur 250. Alors, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu difficile, mais il y a environ 42 000. Donc, la plupart des les marqueurs sériques, vous voyez, sont faits chez plus de 700 000 femmes, donc quasiment toutes les grossesses sont suivies du point de vue des marqueurs sériques. Et puis, en fonction de ces marqueurs sériques et des résultats échographiques, eh bien, on réalise plus de 42 000, ça c'était en 2013, plus de 42 000 tests cytogénétiques qui aboutissent à diagnostiquer environ 4 000 anomalies, dont notamment voilà, des 2000 trisomie 21, 700 trisomie 18, 260 trisomie 13, etc. Voilà, donc c'est cet examen en 2 temps. Mais évidemment, et ceci en fait ne détecte qu'environ 85% des grossesses trisomiques. Pourquoi ? Parce qu'on donne un seuil, on ne va faire le diagnostic que si la femme a un risque de plus de 1 sur 250. Mais il y a des trisomiques qui naissent chez les femmes où le risque est de 1 sur 500 ou 1 sur 1000. Et donc, si vous voulez, en faisant ce test en 2 temps, avec un dépistage puis un diagnostic, vous détectez effectivement les trisomies chez les femmes qui ont un risque de plus de 1 sur 250, mais vous loupez celles où on a dit, bah oui, ça va, l'échographie est normale, le triple test est normal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque, ça veut dire simplement que le risque est plus faible, et peut-être de 1 sur 1000. Mais quand vous avez 400 000 grossesses où le risque est de 1 sur 1000, ça fait 400 avec une trisomie. Voilà. Donc voilà, alors, il se trouve, si on compare d'ailleurs, alors ça c'est des données un peu anciennes, mais je ne crois pas qu'elles ont tellement bougé. En France, si vous voulez, la majorité des... oui, alors c'était, pardon, il y avait à peu près, là il disait 90% des cas de trisomie 21 avaient été diagnostiqués, c'est plus que 85%, 90%. Pour ces cas diagnostiqués, dans 96% des cas, les parents ou la femme avaient demandé l'interruption de grossesse, ce qui fait que finalement, et voilà, c'est ça, il y avait environ 86% des grossesses avec trisomie 21 qui avaient été interrompues. Ce qui est bien supérieur au Royaume-Uni et bien supérieur aussi à l'Italie. Alors l'Irlande
il n'y a aucune interruption de grossesse et il n'y a pas de cas diagnostiqués, tout simplement parce que en Irlande, l'interruption de grossesse n'est permise que pour danger pour la santé de la mère. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de loi qui autorise une interruption de grossesse pour cause médicale liée au fœtus, donc il n'y a pas de diagnostic, puisque ce diagnostic ne servirait qu'à dire, ah ben tiens, vous allez avoir un enfant trisomique, mais vous avez il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Donc en Irlande, il n'y a pas de cas diagnostiqués et il n'y a pas de cas interrompus. Le fait qu'il y a plus de cas en France qu'en Italie ou au Royaume-Uni, je pense, c'est dû au fait que le remboursement est mieux fait et donc que la prise en charge, disons, est mieux faite. Mais ceci dit, on voit par exemple qu'en Angleterre, même dans les cas diagnostiqués, il y a 25% des cas où les familles vont décider de garder l'enfant, ce qui n'est pas le cas de pays comme la France ou l'Italie, où quand il y a un diagnostic, effectivement, ça entraîne une interruption de grossesse. Alors, juste, il y a un aspect, est-ce que ça a fait diminuer le nombre de naissances trisomiques ? Et si on regarde, alors oui en France, partiellement en tout cas, au niveau européen, non. Et pourquoi ? Tout simplement, on sait que le risque de trisomie croît avec l'âge maternel. Et comme l'âge maternel à la grossesse a augmenté au cours du temps dans ces dernières années, même si il y a de dépistage de trisomie 21, il y avait, au niveau européen, plus de grossesses avec trisomie 21, ce qui fait que finalement, le nombre d'enfants trisomiques qui est né n'a pas vraiment baissé, mais il aurait dû augmenter beaucoup plus en fonction de l'âge maternel lors des grossesses. Alors, simplement, donc, la nouvelle technologie vient de la démonstration par un chercheur de Hong Kong en 1998 qu'il y avait donc cet ADN libre présent dans le sérum maternel et qu'à partir cet ADN libre venant du fœtus, c'est en général environ 10 à 20%, ça peut être moins, de l'ADN libre présent dans le sérum maternel. Mais à partir de ça, j'en avais parlé il y a 2-3 ans, donc je ne vais pas revenir, en faisant du séquençage et simplement en comptant le nombre de séquences qui viennent du chromosome 21 par rapport aux séquences qui viennent des autres chromosomes, si le fœtus a une trisomie 21, même si on analyse un mélange d'ADN maternel et d'ADN fœtal, si on a suffisamment de séquences venant du chromosome 21, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a, par rapport aux séquences des autres chromosomes, un petit excès de séquences du chromosome 21 ou un petit extrait de séquences du chromosome 13 en cas de trisomie 13, etc. Et donc, on fait simplement un comptage, si vous voulez, du nombre de séquences qui proviennent d'un chromosome donné. Et en fonction de ce comptage, on peut, avec une très bonne fiabilité, et ça c'était en 2012, une validation où effectivement, il disait qu'il y avait extrêmement peu de faux négatifs, c'est-à-dire de trisomie 21 qui sont loupés, mais qu'il y avait un certain nombre de faux positifs, et la proportion de faux positifs était d'autant plus grande que la femme a un risque faible. Si vous voulez, si la femme a un risque faible, vous avez plus de chances qu'un signal soit un faux positif que si elle a un risque
élevé de trisomique 21. C'est pour ça que pour le moment, ce test n'est pas considéré comme un test diagnostique, mais un test de dépistage. Mais un test de dépistage beaucoup plus précis que celui de lié au marqueur ou à l'échographie. Et donc, évidemment, ça a été développé notamment par cette boîte Sequenom qui avait acheté la licence de ce chercheur de Hong Kong, mais il y a maintenant plusieurs, pas mal d'entreprises qui proposent donc ces tests non invasifs. Par exemple, Sequenom, voilà, en 2014, ils disaient qu'ils font à peu près 38 000 tests par trimestre, et ce n'est pas les seuls. Donc, Et puis, ils se sont aperçus qu'on pouvait aussi, c'est plus délicat, mesurer le nombre de séquences qui viennent de régions qui peuvent être délétées dans certaines anomalies chromosomiques responsables, par exemple, du syndrome de Prader-Willi ou Angelman, ou du syndrome de Warfield-Shorn, ou la délétion 22q11, qui est une des anomalies cytogénétiques relativement fréquentes. Et donc, si vous voulez, là, Sequenom, en novembre 2014, proposait non seulement qu'on peut vous faire le dépistage par leur test de trisomie 13, 18, 21 et des anomalies aussi de nombre du chromosome X, mais si vous payez un peu plus cher pour avoir le premium content, c'est-à-dire le test un peu plus sensible, qui implique probablement de faire plus de séquences, vous pouvez éventuellement détecter aussi ces autres maladies. Ce n'est évidemment pas toutes les maladies chromosomiques qui peuvent survenir, mais un certain nombre d'anomalies chromosomiques qui ne sont pas simplement des trisomies. Voilà. Alors, en France, à l'heure actuelle, il y a, je pense, de plus en plus de femmes qui ont recours au diagnostic au dépistage non invasif, mais comme ça n'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas encore eu la décision de comment allait se faire cette prise en charge, etc., elles payent. Donc, si vous voulez, c'est le premier... un exemple, enfin ce n'est pas le premier exemple, mais un exemple effectivement où ça va être effectivement en fonction des moyens financiers. Alors à l'heure actuelle, je crois que c'est 600 € le coût de ce test de dépistage. Et donc à l'heure actuelle, il y a des discussions, il y a un avis de l'Agence de biomédecine. Et finalement, la discussion, c'est est-ce que ce test de dépistage, il faut le combiner avec les tests de dépistage, échographie et test sérique, ou est-ce qu'il faut le faire sur toutes les grossesses, ou éventuellement prendre un autre seuil que le risque de 1 sur 250 pour, par exemple, détecter plus de cas. Alors, à l'heure actuelle, il semble que les discussions, mais je ne suis pas dans les secrets des dieux, pour la France, ça serait de garder effectivement la combinaison test échographique et sérique et faire le dépistage au niveau non invasif ADN pour des risques de plus de 1 sur 250. Mais donc, comme j'ai dit, ce n'est pas remboursé. La Suisse est, je pense, un des premiers pays où ils ont décidé cette année de rembourser le diagnostic non invasif, mais là aussi, quand même, en combinaison avec les tests de dépistage non ADN,
mais en prenant pour le seuil de risque 1 sur 1000. Ça veut dire que, en principe, ça détecterait plus. En Angleterre, il y a une étude qui est en cours pour voir les aspects économiques aussi, et les aspects faux positifs, faux négatifs, mais surtout faux positifs pour les grossesses à risque inférieur à 1 sur 1000, etc. Et donc, ils n'ont pas encore, si j'ai bien compris, ce que j'ai regardé, ils n'ont pas encore décidé quel seuil ils vont prendre, mais en fait, je pense qu'ils vont bientôt rembourser par le National Health System. Et puis après, il faut se demander, effectivement, est-ce que ce sera centralisé, décentralisé? Ça, c'est des problèmes qui sont liés à la manière de faire, ça ne nous intéresse pas. Alors, il y a une discussion quand même. Là, j'ai pris un texte un peu long, mais qui d'abord dit, voilà, la France est un peu en retard sur ce développement des tests non invasifs. Aux États-Unis, c'est, je dirais, plus simple, ça dépend, puisque vous avez surtout des systèmes d'assurance médicale privée. Ça dépend. Il y a des assurances médicales privées qui vont rembourser, donc c'est leur décision, et d'autres qui ne remboursent pas ou moins. Donc, si vous voulez, ça ne dépend pas d'une décision étatique valable pour tous les États-Unis, c'est chaque assurance médicale. Et donc, il y a cette discussion où mon collègue strasbourgeois, Nizan, dit que comme maintenant il y a ce test et qu'il est non invasif, donc il n'y a plus le risque de perdre la grossesse par le test invasif, il dit que finalement toutes les femmes voudront l'avoir et il ne pense pas qu'on puisse tenir en disant voilà, on ne le fait que pour celles qui ont un risque de plus de 1 sur 250. Mais la réponse d'une gynécologue qui est très connue, la France n'a pas les moyens de proposer le test en première intention à toutes les femmes. Il faudrait que davantage de laboratoires puissent acquérir cette technologie, réaliser les investissements nécessaires. Donc, l'arrivée de ce test constitue un véritable progrès, mais il ne pourra pas être remboursé avant de nombreuses années. Voilà, on a un système de prise en charge qui est souvent très bien, mais qui est souvent très lent à se mettre en branle. Alors, question, on va arrêter ensuite 5 minutes, et puis je vais parler. Juste, voilà, des questions qui sont des questions qui sont souvent posées, qui sont importantes, notamment aussi par les associations, bon, telles que par exemple l'UNAPI, qui sont les associations qui développent les lieux de vie pour les personnes avec déficience intellectuelle et donc notamment pour les trisomiques. Est-ce que d'une certaine manière, c'est certain que c'est un aspect eugéniste, est-ce qu'on va vers une quasi-disparition de la trisomie 21 ? Mais est-ce que ça veut dire que ceux des parents qui ont choisi de garder l'enfant, puisque à l'heure actuelle, et heureusement, je dirais, ça reste une décision parentale, ce n'est pas le gynécologue qui, en principe, va dire aux parents ce qu'il faut faire, c'est la décision des parents de garder ou de ne pas garder l'enfant, ou même de ne pas faire le test. Souvent, je crois que, parce qu'on l'a dit, les gynécologues qui sont un peu pressés disent bon voilà, c'est un test à faire, voilà, il faut le faire. En fait, les femmes peuvent très bien dire moi je ne veux pas faire les tests sériques, je ne veux pas savoir, etc. Mais, bon. Et d'autre part, il peut y avoir aussi, pour des raisons techniques, effectivement, si par exemple on ne fait le test que chez même les femmes qui ont un risque de supérieur à 1 sur 1000, il va, pour ces raisons techniques, disons, y avoir des trisomiques qui vont naître, des raisons sociales aussi, des gens qui ont échappé au système de prévention. Et la question, c'est est-ce que on va dire à ces parents qui ont un enfant trisomique, eh ben, finalement, c'est votre problème, puisque vous avez
en principe, vous aviez la possibilité d'éviter, et donc il ne faut pas demander à la société de payer pour ça. Donc c'est une crainte, si vous voulez, si vous discutez avec les personnes dans les associations, c'est effectivement cette crainte. On a déjà une société qui est relativement intolérante au handicap, et si les gens se disent, mais voilà, en principe, grâce à la technologie, il ne devrait plus y en avoir, donc si vous en avez, c'est bien de votre faute. Et donc, est-ce que cela aura un impact négatif sur la prise en charge sociétale des enfants, et j'ai souligné, puis des adultes avec trisomie 21 ou autre cause de handicap intellectuel? Parce que ce qu'il faut, je pense, savoir pour la réflexion, c'est que même si en France, il y a eu effectivement cette politique qu'on peut appeler eugéniste d'interruption, enfin de permettre l'interruption de la majorité des grossesses de trisomie 21. D'autre part, ça c'est lié au fait que grâce au progrès de la meilleure connaissance de la trisomie 21 et de tous les problèmes cliniques liés à la trisomie 21, les trisomiques 21 qui dans le temps mouraient vers l'âge de 15 ou 20 ans, maintenant vivent longtemps. Et un des problèmes, c'est le nombre de places, de lieux de vie pour les trisomiques 21, ou en général les handicapés intellectuels, mais notamment les trisomiques 21, adultes, où il n'y a, malgré cet aspect de détection et d'interruption de grossesse, il y a, moi je suis à Strasbourg par exemple, ils estiment qu'il y a 200 places manquantes, rien que sur, je crois, le nord de Strasbourg, pour des adultes avec des déficiences intellectuelles, dont beaucoup de trisomiques 21. Donc il y a tout un aspect de prise en charge. Voilà. Et la dernière dia, c'est cet article qui m'avait été d'ailleurs envoyé par quelqu'un qui est ici présent, qui est je dirais, un article qui démontre une extraordinaire possibilité technologique, qui montre qu'on peut faire le séquençage du génome complet, donc Stephen Quake, Californie, on peut faire le séquençage complet du génome du fœtus de manière non invasive, en séquençant le père, en séquençant la mère, et en séquençant l'ADN libre maternel, qui est un mélange donc de séquences du fœtus et de la mère, et donc en faisant une espèce de soustraction, si vous voulez, mais c'est vraiment de la haute technologie bioinformatique, il a montré qu'il arrivait, c'est sur un cas, à séquencer de manière non invasive l'intégralité du génome fœtal. Alors ça, effectivement, si d'ici 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, ça se développait, c'est, je dirais, quasiment l'intégralité des maladies génétiques qui pourraient être détectées en début de grossesse. Maladies génétiques ou, évidemment, variants génétiques prédisposant à telle ou telle chose, donc tout le problème éventuel d'eugénisme que ça pourrait soulever. Mais voilà, pour le moment, on n'y est pas encore du point de vue coût, mais enfin, voilà. Donc je propose qu'on s'arrête 5 minutes et je vous parlerai après de direct consumer, test génétique ne passant pas par les médecins.